Plus que 2 grands prix dans cette saison 1993, le Japon et l'Australie. Les 2 titres ont été attribués, mais toutes les intrigues ne sont pas conclues. Après son nouvel abandon et après l'avènement de Mika Häkkinen, Ayrton Senna est vexé. Lui qui vit ses dernières courses avec McLaren compte bien finir en beauté. Il espère bien avoir une chance de battre le désormais quadruple champion du monde. Leur rivalité n'est pas encore terminée, loin de là, et surtout pas à Suzuka. Le passage de Reus, ça y est. Senna is trying to go through on the inside, and it's 1993, c'est le dernier duel, la dernière bataille entre 2 des plus grands pilotes de tous les temps. Prost contre Senna, le Français contre le Brésilien, le professeur contre Magic. Un duel arbitré par des champions en devenir, Hill, Schumacher ou Häkkinen. 1993 est une saison intense, l'une des plus riches en histoire et des plus passionnantes à suivre. Bienvenue dans 1993, le dernier duel. Un mois sépare le Grand Prix du Portugal du Grand Prix du Japon et durant ce laps de temps, la F1 a progressé et le paysage de 1994 a continué de se dessiner. Bon, l'annonce de la retraite de Prost a libéré la place pour Senna et tout le monde le savait, même si ce transfert historique n'a été officialisé que 2 semaines plus tard. Ou plutôt en fonction du point de vue, si c'est du Portugal ou si c'est du Japon. Ouais, il y a un sacré décalage horaire. Bon, Senna chez Williams-Renault, ok. De plus, McLaren a trouvé son nouveau motoriste. Si Jean-Pierre Jabouille était favorable à une association avec son ancien patron chez Renault, Gérard Larousse, le siège PSA a tranché et l'écurie du Castellet n'a pu faire le poids face à McLaren. Après les avoir dragués fin 92 quand Honda a annoncé son départ, après avoir tenté avec Renault et Lamborghini pour finalement se retrouver avec un moteur Ford de seconde main, McLaren signe avec le Lion. À Estoril, l'ont remarqué des ingénieurs Peugeot ainsi que Jean-Pierre Jabouille présents dans le garage de Woking. Ça sent bon. Le 8 octobre, à Paris, l'association est officialisée. Une fourniture gratuite et exclusive pour McLaren avec comme pétrolier Shell qui conserve sa place. Renault et Peugeot en Formule 1, les médias français se frottent déjà les mains. Mais il y a du travail et mieux vaut éviter de trop s'avancer sur les performances de ce nouveau moteur. Clairement, il est prometteur et l'expérience acquise en endurance en Sport 3 litres 5, technologie similaire, sera précieuse, mais attention aux différences entre ces 2 catégories. Mais ce n'est pas la seule affaire qui brûle les lèvres en arrivant à Suzuka. En 1992, Guy Ligier a accepté de céder son écurie après tant d'années à sa tête. Son nouveau propriétaire, Cyril Derouvre, connu du milieu pour son passage chez AGS à la fin des années 80, début des années 90. Rapidement, Cyril Derouvre a changé pas mal de choses dans l'écurie de Manicourt. Fini la culture de l'entreprise familiale et bonjour le côté glamour, sans oublier la fin de la politique du pilote français obligatoire. Et c'est ainsi que 2 Britanniques, presque homonymes, ont pris place dans les voitures bleues. Martin Brundle et Mark Blundell. Et il faut dire que cette saison 1993 fut bonne avec pour le moment 3 podiums, 2 pour Mark et 1 pour Martin. Le moteur Renault n'y est pas étranger et beaucoup de monde accueille avec joie ce retour en forme du constructeur français. Mais durant le mois d'octobre, tout bascule. Cyril Derouvre a des ennuis avec la justice, accusé d'escroquerie par les dirigeants de l'UGC. Vu que Derouvre possède 85% des parts de Ligier, l'écurie est en danger si les faits qui lui sont reprochés sont avérés. Mais soyons réalistes, avec une belle campagne 93, l'écurie a repris de la valeur et elle devrait intéresser pas mal de monde. Sans oublier qu'elle est associée à Renault et ça pourrait avoir une belle incidence. Pour le moment, nous sommes dans le flou et il faudra attendre le jugement pour en savoir plus. Mais certains ne traînent pas et font part de leur intérêt de racheter Ligier. Parmi eux, Flavio Briatore et Luciano Benetton, mais évidemment, pas pour Ligier en soi, non, mais pour les V10 du Losange. Si Christian Kanzen, le directeur de Renault Sport, proche de Briatore, dément être au courant de quoi que ce soit, c'est bien le lancement d'un feuilleton qui va durer plusieurs mois. Autre feuilleton, les changements de pilote.
Après Ivan Capelli, Thierry Boutsen, Marco Apicella et Emanuele Naspetti, c'est au tour du Nord-Irlandais Eddie Irvine de prendre place dans la Jordan numéro 15. Une arrivée qu'on pressentait et qui se concrétise ici à Suzuka. Et c'est une bonne chose car Irvine évolue depuis quelques temps dans les championnats japonais et connaît donc parfaitement cette piste exigeante. De plus, les deux Eddie se sont côtoyés en F3000 en 1990 et avaient terminé 3e du championnat. Actuellement 2e du championnat nippon, il peut prétendre à la couronne mais en attendant, ce Britannique va faire ses débuts en Formule 1. Les voyages aux antipodes sont onéreux et bien souvent, les petites équipes font appel à des pilotes payants pour payer les factures. Si la Scuderia italienne n'a même pas fait le déplacement, Minardi y parvient de justesse en remplaçant Christian Fittipaldi, auteur d'une bonne saison, par le néophyte Jean-Marc Gounon, bon outsider de la F3000. Et là, le clan brésilien n'accepte pas. Le poliste apprend son remplacement alors qu'il est déjà au Japon et pensait que l'argent versé durant la saison lui permettrait de la boucler entièrement. Surtout qu'il avait un contrat de 16 courses avec Minardi, mais Giancarlo n'a pu faire autrement. Il l'affirme, sans l'argent de Gounon, pas de Grand Prix du Japon et pas de Grand Prix d'Australie. Le natif d'Aubenas fait partie de ces pilotes soutenus directement par le ministère des Sports et le budget prévu pour pallier les effets des lois anti-tabac. S'ajoute à ça également le soutien du conseil départemental de l'Ardèche, dont il est originaire. Résultat, celui qui devait prendre part à la saison avec March débute enfin sa carrière en Grand Prix dans la Minardi numéro 23. Mais on n'est guère optimiste du côté français à cause du manque de préparation et de connaissance de la voiture. Troisième changement chez Larousse. Comme attendu, Philippe Alliot doit céder sa place à Toshio Suzuki, animateur des championnats japonais de monoplace, d'endurance et de GT, notamment avec Nissan et Toyota. Et aucun lien de parenté avec Aguri qui vit ses derniers Grands Prix avec Footwork. D'ailleurs, parlons des transferts de 1994. À l'instar d'Eddie Irvine, un autre animateur de la F3000 japonaise va faire ses débuts en Formule 1, l'allemand Heinz-Harald Frentzen, ancien espoir de Mercedes qui a justement évolué chez Peter en groupe C, le natif de Mönchengladbach à la côte. On le dit, plus rapide que Schumacher. Il sera d'ailleurs associé avec Karl Vanlinger, son ancien compagnon de la filière Mercedes. Ce qui fait que JJ Leto est écarté. Depuis quelque temps, le Finlandais a perdu les faveurs de Peter et Carmen Ziegler et se retrouve donc sans volant. Son manager, Keke Rosberg, est en passe de lui trouver un poste chez Footwork. Mais de grands secrets de négociation lâchés par JJ Leto lui-même, pas fait exprès, maladroitement, sont arrivés aux oreilles de Jackie Oliver. Ce dernier découvre les réelles prétentions salariales du Finlandais et stoppe lui-même les démarches. Rosberg est furieux et va devoir trouver une autre solution. Autre annonce, Lotus confirme sa paire Herbert Lamy pour la saison 94. La nouvelle écurie Pacifique ne devrait pas tarder à annoncer ses pilotes, mais on sait déjà que Bertrand Gachot devrait occuper l'une des deux voitures, le franco-belge ayant des responsabilités dans l'écurie. Enfin, il y a les jeunes qui poussent. En effet, le championnat 1993 de F3000 est arrivé à son terme entre le Portugal et le Japon, et c'est Olivier Panis qui s'impose par un point d'avance sur Pedro Lamy. David Coulthard clôt son championnat à la 3e place devant Franck Lagorce, vainqueur des 2 derniers rendez-vous, et Gilles de Ferrand complète le top 5. Soutenu par Elf, le prometteur Panis pourrait bien débarquer en Formule 1 en 94, et cela pourrait bien se faire au volant d'une voiture bleue à moteur Renault. Affaire à suivre. Suzuka. Un sacré morceau et une étape très vite devenue iconique pour la Formule 1. Arrivé en 1987, il a connu bon nombre de dénouements historiques, entre Mansell-Piquet, entre Senna-Prost en 88, 89 et 90, et Senna-Mansell en 91. Son tracé, très technique, sied d'ailleurs très bien à Ayrton Senna, qui compte bien revenir dans la lumière après une saison morose et décourageante. Investi d'une mission, celle de clore en beauté son chapitre avec McLaren. Le Brésilien pourra compter sur le soutien indéfectible des supporters japonais, toujours plus nombreux et toujours plus hystériques. Les 24 pilotes le savent, Suzuka, c'est un sacré morceau. Et la surprise vient dans un premier temps de son premier vainqueur, Gerhard Berger, poleman provisoire. Finalement, l'Autrichien sera battu. Alain Prost, jamais victorieux ici, signe sa 33e pole position en carrière. Derrière, ce n'est pas il, mais Ayrton Senna à seulement 1/10 du français. Ici, les Williams sont moins en forme et Mika Hakkinen le confirme avec sa 3e place, à quelques millièmes de Senna. Schumacher est 4e devant Berger et Hill. Warwick devant son surprenant Irvine qui a très vite épaté par sa vitesse. 3e en 1990, Aguri Suzuki devant Patrese. Leto est 11e devant Barrichello, surpris par la performance de son 5e équipier. Katayama répond présent devant Jean Alesi, seulement 14e, mais son meilleur chrono a été annulé.
Brundle est 15e avec sa Ligier à la livrée spéciale et devance Vanlinger, Blundell, De Cesaris et les deux Lotus de Herbert et Lamy. Comas est 21e devant Martini qui devance les deux débutants, Toshio Suzuki et Jean-Marc Gounon. L'Ardéchois connaît une entame difficile avec beaucoup de douleurs physiques. Place au Grand Prix. L'avant-dernier Grand Prix de la saison pourrait bien se dérouler sous une météo changeante. Si le soleil est présent au moment du départ, le ciel se charge assez vite. Voilà qui pourrait corser l'exercice, et ce n'est pas pour déplaire à Senna. Le Brésilien n'a plus gagné depuis Monaco et chasse sa 40e victoire en carrière. Les 24 voitures sont en position, Prost en pole et Senna deuxième. Les souvenirs remontent. Quand les feux passent au vert, le Français patine et le Brésilien en profite. Cette fois, ça passe. Derrière, Gounon s'accroche avec De Cesaris. Dans ce premier tour, Senna fait parler la poudre et mène devant Prost, Häkkinen, Berger, Irvine, Schumacher et Hill. L'Allemand parvient à se défaire du débutant nord-irlandais et s'attaque maintenant à Berger. Puis, les choses s'emballent. Suzuki part en tête à queue, puis Alesi renonce sur panne électronique. Ensuite, ça se bastonne entre Berger, Schumacher et Hill. Damon tire parti de la puissance de son V10 Renault pour dépasser la Benetton. Difficile de doubler dans les premiers et deuxièmes secteurs, mais à l'approche du 130R, Hill se montre menaçant, mais Berger se défend à sa façon, ardemment. Mais à la chicane, Schumacher est surpris par le changement de direction de la Williams et brise sa suspension. Abandon pour Michael. Ses espoirs de titre de vice-champion en prennent un coup. Devant, Senna, revigoré, observe son premier arrêt. C'est alors que le ciel se couvre davantage. Les pneus pluie sont de sortie, mais chez Hill, on reste en slick. Mais très vite, les conditions se gâtent et Senna émerge dans les rétros de Prost. Pas pour longtemps. Plus de place au doute, il faut des pluies et tout le monde s'engouffre dans les stands. Senna s'arrête une deuxième fois, Prost une première. Mais l'arrêt du Français est long. Häkkinen stoppe également. Dans son élément, Ayrton Senna déroule comme à ses plus belles heures chez McLaren. Derrière, son équipier remonte vite sur Prost. Le Finlandais volant a brillé au Portugal et confirme ici au Japon. Quant à Hill, sa première à Suzuka est difficile. Derrière, Vanlinger part à la faute. Terrible nouvelle pour les supporters japonais car Katayama doit renoncer sur casse moteur. Il venait d'entrer dans le top 10. Ah bah, Damon sort large. Et Prost aussi.
Quelques instants plus tard, c'est au tour d'Aguri Suzuki de renoncer à domicile. Ne reste plus que Toshio en queue de peloton. Dans le deuxième tiers de course, le soleil refait son apparition et la piste sèche. C'est le moment pour certains de revenir en slick, ce que font Hill et Berger. Damon ressort juste devant Eddie Irvine et Ayrton Senna, un tour devant. Mais Damon ne se décale pas et cela crée une situation bien confuse. Surtout que le débutant chez Jordan klaxonne. Alors, Eddie ne se fait pas prier et déborde Ayrton Senna pour reprendre son tour. Voilà qui énerve particulièrement le leader de la course. Plus loin, Martin Brundle perd sa roue arrière droite mais parvient à ramener sa Ligier au stand et à poursuivre. Revenons à nos trois loustiques. Eddie Irvine s'impatiente et attaque Damon à la chicane sous les yeux de Senna. Mais Hill motrice mieux et reprend l'avantage sur la Jordan. Quant à Senna, il doit encore attendre. Mais Irvine ne s'en laisse pas compter et plonge au premier virage avec insolence. Le Nord-Irlandais est déchaîné, mais Hill reprend la 6ème place. À Degner, la Jordan fait un écart et Senna en profite pour lui prendre un tour. Enfin, deuxième, Alain Prost repasse en gomme slick. Même chose pour Mika Hakkinen et enfin, Ayrton Senna. « 43e tour, Gerhard Berger doit renoncer sur le casse-moteur. Dur pour Ferrari qui semblait avoir du rythme sur le sec. Toujours 3e, Hakkinen maintient son allure et joue son premier podium en Grand Prix. Soudain, on découvre la Benetton de Patrese complètement détruite. Vainqueur l'an passé de son 6e et dernier Grand Prix, l'Italien est sonné par l'impact, mais il est indemne. La piste séchante est très piégeuse avec les nombreuses plaques d'humidité, mais ce n'est pas ça qui a envoyé Warwick dans les graviers, mais bien Eddie Irvine qui a manqué son freinage. Pour la deuxième course d'affilée, Derek s'est fait sortir par un concurrent. Un temps menacé par une pénalité, Irvine s'en tirera sans conséquence. Enfin, Pedro Lamy est piégé au même endroit que Patrese. Là encore, le choc est violent au point qu'il ne reste que le volant entre les mains du Portugais. Heureusement, Pedro va bien. Dans le dernier tour, Eddie Irvine se dédouble une nouvelle fois de Senna qui passe une dernière fois la chicane Casio. Après une saison extrêmement difficile moralement, pour son avant-dernier Grand Prix avec McLaren, Ayrton Senna renoue avec la victoire. La 40e de sa carrière. Un immense soulagement pour le triple champion du monde et une joie tout aussi grande pour Ron Dennis et les membres de l'écurie. Alain Prost termine 2e devant Mika Hakkinen qui a réalisé une course exemplaire. Le Finlandais décroche son premier podium. L'avenir de McLaren semble assuré. Damon Hill s'en tire avec la 4e place devant les deux Jordan. Barrichello et Irvine inscrivent tous deux leurs premiers points. Juste récompense pour Rubens quand on pense à Donington, et grande première pour Eddie qui ne s'est pas fait que des amis aujourd'hui. Dans le parc fermé, Ron Dennis et Ayrton Senna se tombent dans les bras. Réconciliés, les deux hommes nous offrent une image magnifique. Pourtant, le podium sera glacial. Tremendous difficult season for us, not only for me but for the team. And like the other 3 victories, you know, this one is special because it's in a place where we have great memories of championship victories, race victories, a huge number of fans cheering up for us, lots of Brazilian flags around, and right at the end of a championship, at the end of the season, when still there is an open situation for a second place, and the fact also that I'm leaving the team at the end of the year, it's just great opportunity that we collect today with the changeable conditions, very difficult to maintain your pace and stay on the circuit, and this victory is really the best I could offer to the team, who
gave me 3 World Championships. I knew it would be very difficult, and it was like this, difficult because the competition was higher than it was at the beginning of the season. We saw in qualifying that a lot of cars were very close together, and difficult also because of the condition. And I mean, nothing to say. You know, in this kind of race, as Ayrton said, there's a lot of things happening, and I can't complain very much. I did a good start, but too much wheel spin, and Ayrton started the first. And the only way I could win the race without the rain was to stop only once if he was stopping twice. And so we don't know if it could be good or not because the rain came and we had all sorts of problems. I went off. I was quite lucky to go back on the track. Went off on the oil, and quite pleased with the second place. Yeah, it feels good. It feels really nice, you know. But it's only a few minutes now from the race, and a lot of things go in your mind. What point? Still, I'm not going to tell you what happened in a race. And at the moment, it just feels good. Sur la boîte, il y a un malaise. Senna, acclamé par les supporters japonais, félicite son jeune équipier, mais ignore Prost. Pendant l'hymne brésilien, on réalise soudain une chose. C'est peut-être la dernière fois que ces deux légendes sont réunies dessus, et on espère une poignée de main. Une réconciliation entre ces deux hommes. Mais non, rien. Mais en fait, Ayrton a la tête ailleurs, et non pas à ses adieux avec McLaren ou à son prochain défi chez Williams, mais envers Eddie Irvine. Après le protocole d'après-course, le poliste part à la recherche du débutant dans le paddock et il le trouve assis sur une table, nonchalant, fidèle à lui-même. Alors, Adam Cooper a relevé cet échange pour Auto Hebdo et vous pouvez le trouver sur différents sites, notamment sur StatF1, mais il se trouve que Mick de Formule Blabla a débunk l'extrait enregistré de cet échange. J'en avais pas connaissance et je vous mets le lien en description. Comme il l'a fait avec Schumacher, Hill ou plus récemment Hakkinen, Ayrton donne sa façon de penser à son homologue et lui demande de se tenir tranquille. Mais Eddie s'estime dans son droit et se défend. Il affirme à Senna qu'il était plus rapide que lui et en bagarre. Voilà pourquoi il s'est dédoublé. Le ton monte et Ayrton lui donne rendez-vous à Adélaïde. Et Irvine répond avec sarcasme, et là, c'en est trop pour Senna qui se retourne et lui colle son poing dans la figure. Retenu par son ingénieur Ascanelli, le Brésilien est écarté et ira se plaindre au directeur de course Roland Brunserad. Voilà Irvine baptisé. Ce jour-là, il a marqué ses premiers points sur bien des tableaux. Lui qui est pourtant fan du Brésilien. They haven't won one race, okay? They don't know what this is all about. And he got me completely out of temper, and I couldn't help. Nothing justifies hitting him. Nothing justifies, and I'm not justifying myself. I'm telling you guys that what took place was absurd. Bref, au championnat, Senna peut espérer prendre la deuxième place à Hill lors du dernier Grand Prix de la saison. Quant à Schumacher, il devra se contenter de la quatrième place. Statu quo derrière avec Patrese et Alesi qui complètent le top 6. Côté constructeur, McLaren reprend l'avantage sur Benetton avec cette 103e victoire. Ce jour-là, l'écurie de Woking égale le record de Ferrari. Historique. Ferrari est d'ailleurs toujours 4e, mais cette position est très indécise. Il ne faudra pas trembler en Australie face à Ligier. Quant à Jordan, Eddie peut souffler avec cette double entrée dans les points. Si Senna fête sa 40e victoire en Grand Prix accompagné de ses amis et de ses techniciens, du côté de Prost, l'ambiance est différente. Deuxième comme à Estoril, mais sans l'euphorie d'un titre. Non, au contraire, à 38 ans et après 198 départs en Grand Prix, il s'apprête à vivre son dernier week-end en tant que pilote de Formule 1. Un dernier Grand Prix avant la retraite, une dernière danse avant de quitter la scène et de plonger dans un monde encore inconnu.